Lorsque la voiture de luxe d'un footballeur légendaire tombe en panne dans un village inconnu, il s'attend à une simple réparation et à reprendre rapidement sa route. Mais ce que ce vieux mécanicien découvre sous le capot va laisser l'icône du football et vous complètement stupéfait. Avant de continuer, assurez-vous de nous suivre pour plus d'histoires vraies, de rencontres inattendues qui ont changé des vies à jamais. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'étroite rue pavée, baignant le village, oublié près de Marseille d'une lumière ambrée. La Mercedes noire et élégante émit un dernier gémissement mécanique avant de s'abandonner complètement, son moteur devenant silencieux comme un coureur épuisé à la ligne d'arrivée. Le conducteur resta immobile un instant, ses doigts tambourinant impatiemment sur le volant en cuir. Il sortit, ses chaussures de créateur claquant contre les pierres anciennes polies par des siècles de pas. Grand, distingué, avec un visage qui portait encore les traits séduisants qui avaient autrefois orné les couvertures de magazines à travers l'Europe. Il desserra sa cravate en soie et examina les environs inconnus, des bâtiments blanchis à la chaux aux volets bleus, l'odeur lointaine de la Méditerranée et pas âme qui vive en vue. Alors qu'il s'apprêtait à sortir son téléphone, un bruit attira son attention, du métal frappant du métal, rythmique et exercé. Il suivit le bruit dans une ruelle étroite où il devint plus fort jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une porte en bois usée. Une enseigne peinte à la main était suspendue au-dessus, Automobile Lefebvre, avec des lettres décolorées qui suggéraient des décennies d'exposition au soleil. Il poussa la porte, déclenchant une petite cloche qui annonça sa présence. L'atelier à l'intérieur était faiblement éclairé, mais impeccablement organisé, des outils disposés avec une précision militaire sur des tableaux, des pièces de voitures anciennes, étiquetées d'une écriture soignée. Le cliquetis métallique continuait quelque part au fond, ininterrompu par son entrée. « Excusez-moi », appela-t-il, sa voix portant l'accent raffiné d'un homme habitué à être entendu. Le cliquetis s'arrêta. De derrière une ancienne Citroën émergea une silhouette, petite, nerveuse, avec des mains noircies par des décennies de graisse de moteur et des yeux qui semblaient évaluer les problèmes plutôt que les personnes. Le vieil homme essuya ses mains sur un chiffon qui avait été bleu autrefois, mais qui était maintenant une toile d'histoire mécanique. « Votre voiture ?» demanda simplement le mécanicien, hochant la tête vers la rue. « Oui, ma voiture. Elle s'est simplement arrêtée. Je conduisais et puis... » Il fit un geste vague, mal à l'aise face à son manque de vocabulaire technique. Le vieil homme, Marcel Lefebvre, bien que le visiteur ne le sache pas encore, hocha la tête une fois, saisit une petite boîte à outils usée au poignet et passa devant le visiteur sans attendre d'explications supplémentaires. Ses mouvements étaient économes, précis, le mouvement de quelqu'un qui avait effectué les mêmes actions pendant des décennies. Dehors, Marcel encercla la Mercedes avec des yeux plissés, l'étudiant comme un médecin évaluant un patient. Il posa une main sur le capot, encore chaud du voyage, et fronça les sourcils. « Vous avez conduit ça depuis Paris ?» demanda Marcel, sa voix ne portant aucune admiration particulière, ni pour la voiture, ni pour l'homme qui la possédait. « Oui, comment le savez-vous » Marcel ne répondit pas, ouvrit simplement le capot et se pencha. Ce qu'il allait découvrir dans les minutes suivantes changerait tout, pas seulement pour le footballeur en panne, mais pour des milliers d'autres, eux qui ne sauraient jamais à quel point ils sont passés près de la catastrophe. Marcel se pencha sur le moteur de la Mercedes, ses mains ridées mais assurées parcourant les composants avec une délicatesse qui contrastait avec leur apparence calleuse. Le propriétaire de la voiture se tenait à quelques pas, observant avec un mélange d'impatience et de curiosité grandissante. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-il finalement, consultant sa montre suisse. « J'ai un rendez-vous. À Nice ce soir. » Marcel ne leva même pas les yeux. « Le temps qu'il faudra, monsieur. Les moteurs ne respectent pas les horaires des hommes. » Le visiteur soupira et suivit Marcel lorsque celui-ci se dirigea vers l'atelier, portant une pièce détachée de la Mercedes. L'intérieur de l'atelier révélait un monde d'un autre temps.
Des outils datant d'une époque où les voitures étaient construites à la main s'alignaient méticuleusement sur les murs. Des pièces de rechange, certaines semblant aussi anciennes que le village lui-même, étaient classées dans des boîtes étiquetées à la main. « Vous n'utilisez pas d'ordinateur de diagnostic ?» demanda le visiteur, cherchant des yeux la technologie familière qu'il avait vue dans les garages de Paris. Marcel émit un petit rire sec. « Les ordinateurs ne sentent pas, monsieur. Ils ne peuvent pas entendre la différence entre un moteur qui souffre et un moteur qui ment. » Il posa la pièce sur un établi usé et l'examina sous une lampe vieillotte. Le visiteur remarqua alors une photo encadrée sur le mur, un jeune homme en combinaison de course, souriant à côté d'une voiture de Formule 1 d'une époque révolue. La ressemblance avec Marcel était frappante. « Votre fils ?» demanda-t-il. « Mon petit-fils », répondit Marcel, son ton s'adoucissant légèrement. « Il travaille pour Ferrari maintenant. Les nouvelles méthodes, les nouveaux matériaux... » Il fit un geste dédaigneux de la main. « Mais il a appris les bases ici, avec moi. » Marcel retourna son attention vers la pièce qu'il tenait, ses doigts trouvant immédiatement une irrégularité invisible pour les yeux non entraînés. « Voilà, » murmura-t-il, « c'est là que commence votre problème. » Le visiteur s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une modification, » dit Marcel, ses yeux se plissant. « Quelqu'un a modifié le système d'injection d'origine. Un travail d'amateur, déguisé en modification professionnelle. » Il leva les yeux vers le visiteur. « Où avez-vous acheté cette voiture, monsieur ?»« Platini, » répondit le visiteur, réalisant qu'il ne s'était pas présenté. « Michel Platini. Et la voiture vient directement du concessionnaire à Paris. » L'expression de Marcel s'assombrit. « Alors, monsieur Platini, vous avez de la chance que votre moteur ait choisi de mourir ici, devant mon atelier. » Il tapota la pièce défectueuse. « Parce que ce petit défaut aurait pu vous coûter bien plus qu'un rendez-vous manqué à Nice. » Les ombres s'allongeaient tandis que Marcel continuait de travailler. Le soleil descendant derrière les collines, et provençal. Platini, résigné à manquer son rendez-vous à Nice, s'était assis sur un tabouret usé, regardant les mains expertes du vieil homme démonter et examiner les composants suspects de sa Mercedes. « Vous avez faim ?» demanda abruptement Marcel, essuyant ses mains sur son chiffon perpétuellement taché. Platini, surpris par cette soudaine considération, acquiesça. « Oui, en fait, le café du coin fait un bon cassoulet, » dit Marcel en se dirigeant vers la porte. « Venez, le moteur peut attendre, l'estomac non. » Ils traversèrent la petite place du village, où les premières lumières commençaient à s'allumer. Le café, avec ses chaises en fer forgé et ses nappes à carreaux, semblait tout droit sorti d'une carte postale d'un autre siècle. Marcel. « Ton mécano autoproclamé ne s'est pas encore montré aujourd'hui, » lança un homme robuste depuis le comptoir. Puis ses yeux se posèrent sur Platini et s'écarquillèrent instantanément. « Mon Dieu, mais c'est Michel Platini !» Marcel haussa les épaules. « C'est le propriétaire de la Mercedes. » Le patron du café s'avança précipitamment, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur Platini, quel honneur! La finale de la Coupe d'Europe de 1984, votre coup franc contre la Yougoslavie. » Il se tourna vers Marcel, incrédule. « Marcel, tu sais qui est dans ton atelier ? » « Un homme avec une Mercedes modifiée dangereusement, » répondit Marcel, prenant place à une table comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Le patron se tourna vers Platini, son expression oscillant entre l'embarras et l'amusement. « Pardonnez-le, monsieur, Marcel ne s'intéresse qu'au moteur. Il ne reconnaîtrait pas le président de la République s'il conduisait une de CV bien entretenue. » Platini sourit, trouvant un plaisir inattendu dans cette situation. Depuis des décennies, il n'avait pas rencontré quelqu'un qui le traitait simplement comme un homme ordinaire avec une voiture en panne. « Le cassoulet, René, » dit Marcel imperturbable, « et un pichet de thon rouge de maison. » René s'inclina presque. « Tout de suite. Et c'est la maison qui offre, bien sûr. »« Pourquoi ?» demanda Marcel, fronçant les sourcils. « Sa voiture est en panne. Ce n'est pas une raison pour lui offrir à manger gratuitement. » Platini ne put s'empêcher de rire. Tandis que René se précipitait,
Vers la cuisine, lançant des regards admiratifs par-dessus son épaule, l'ancien footballeur réalisa que cette panne, qui semblait d'abord une catastrophe, pourrait bien être l'expérience la plus rafraîchissante qu'il ait vécue depuis longtemps. « Alors, dit Marcel versant du vin dans 2 verres, parlons de ce qui est vraiment important. Comment cette voiture de luxe s'est retrouvée avec des modifications dignes d'un apprenti ?» L'aube pointait à peine lorsque Marcel et Platini retournèrent à l'atelier. Le repas au café s'était prolongé tard dans la nuit, René bombardant Platini de questions sur sa carrière, pendant que Marcel mangeait en silence, son esprit visiblement ailleurs. Maintenant, la lumière grise du matin révélait un Marcel différent, concentré, presque possédé par une idée qu'il n'avait pas encore partagée. « J'ai réfléchi toute la nuit, dit-il en ouvrant le capot de la Mercedes. Quelque chose ne va pas. Platini, les yeux encore lourds de sommeil, observait le mécanicien qui s'activait avec une énergie surprenante pour son âge. Marcel sortit une petite lampe de poche de sa poche et illumina un recoin du compartiment moteur que Platini n'avait jamais remarqué. « Là », murmura Marcel, pointant un doigt vers un composant presque invisible. « Ce n'est pas d'origine. » « La modification dont vous parliez hier ?» Marcel secoua la tête. « Non, pire. » Il prit une pince fine et extirpa délicatement un petit dispositif noir, pas plus grand qu'un bouton de chemise. « Ceci n'a rien à faire dans une voiture. » Platini se pencha pour mieux. « Voir. » « Qu'est-ce que c'est, un déclencheur ?» Marcel tournait l'objet sous la lumière, son visage se durcissant. Programmé pour réagir à certaines conditions, vitesse, température, peut-être durée de conduite. Un frisson parcourut l'échine de Platini. Réagir comment? Marcel pointa vers une connexion presque invisible qui menait au système de freinage, pour les désactiver. Sa voix était basse, grave, à grande vitesse, sur l'autoroute. Il leva les yeux vers Platini. « Ce n'est pas une erreur de fabrication, monsieur Platini. C'est délibéré. » Le silence tomba sur l'atelier. Platini fixa le petit appareil, sentant son estomac se nouer. « Vous êtes en train de me dire que ma voiture a été sabotée ? » « Professionnellement, » précisa Marcel, « par quelqu'un qui connaît ces voitures de l'intérieur. » Il reposa doucement le dispositif sur un chiffon propre. Et le plus inquiétant, c'est que ça n'aurait jamais été découvert après l'accident. Ça aurait fondu, disparu dans l'impact. Mais qui? Commença Platini. La vraie question, l'interrompit Marcel, c'est combien d'autres voitures ont ce même dispositif? Il essuya ses mains et fixa Platini. Et pourquoi la vôtre a été ciblée? Platini sentit un froid l'envahir qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message du concessionnaire demandant des nouvelles de sa simple panne. Il releva les yeux vers Marcel, dont le regard était maintenant aussi dur que l'acier. « Je crois, » dit lentement le vieux mécanicien, « que nous avons découvert quelque chose que certaines personnes préféreraient garder secret. » Marcel conduisit Platini vers une petite porte au fond de l'atelier qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Mon bureau », dit-il simplement en l'ouvrant. La pièce était à l'image de son propriétaire, austère, fonctionnelle, mais emplie d'histoire. Des étagères croulaient sous des manuels techniques jaunis et des dossiers méticuleusement étiquetés. Un bureau usé occupait le centre, couvert de schémas de moteur et de notes griffonnées. Marcel posa délicatement le dispositif de sabotage sur le bureau et s'assit, invitant Platini à faire de même sur l'unique autre chaise. La lumière filtrait à peine à travers une fenêtre étroite, projetant des ombres allongées sur le visage du vieil homme. « Ce dispositif, » commença Marcel, « est une merveille technique, tragique, mais brillante. » Il sortit une loupe d'un tiroir. Regardez la précision de ces soudures, la miniaturisation. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Marcel s'interrompit, soudain portant discrètement une main à sa poitrine. Son visage pâlit légèrement tandis qu'il prenait une respiration profonde et contrôlée. « Vous allez bien ?» demanda Platini, inquiet.
Ce n'est rien, répondit Marcel, agitant la main comme pour chasser une mouche. À mon âge, le corps proteste parfois. Avant que Platini ne puisse insister, le téléphone fixe posé sur le bureau sonna. Marcel décrocha, écoutant plus qu'il ne parlait. Son expression s'assombrit davantage. « Oui, docteur. Non, je n'ai pas oublié. Je sais ce que vous avez dit. » Marcel jeta un regard furtif vers Platini. « J'ai une affaire importante à régler d'abord. » « Non, ça ne peut pas attendre. » Il raccrocha abruptement. « Problème de santé ?» hasarda Platini. « Les médecins exagèrent toujours, » éluda Marcel, retournant son attention vers le dispositif. « Ce qui m'inquiète, c'est qu'une telle chose puisse exister. Et si votre voiture en a un ?» Il laissa sa phrase en suspens. « D'autres pourraient en avoir, » compléta Platini. Marcel hocha la tête, puis se leva brusquement pour prendre un classeur sur une étagère. Le mouvement déclencha une grimace de douleur qu'il tenta de dissimuler. « J'ai gardé des articles sur tous les accidents inexpliqués impliquant des voitures de luxe ces 5 dernières années, dit-il en étalant des coupures de presse jaunies. 3 cas où les freins ont mystérieusement lâché sur l'autoroute, tous classés comme défaillance mécanique. » Platini parcourut les articles, son inquiétude grandissant. « Ce sont toutes des personnalités publiques. Comme vous, » confirma Marcel, son regard devenant distant, tandis qu'il pressait à nouveau sa main contre sa poitrine. « Je crois que nous avons découvert quelque chose de bien plus grand que nous, monsieur Platini, et quelqu'un ne voudra pas que cette vérité éclate au grand jour. » La voiture de location filait sur l'autoroute A6, avalant les kilomètres qui séparaient la Provence de Paris. Platini, les mains crispées sur le volant, ne pouvait chasser de son esprit l'image du petit dispositif noir que Marcel avait extrait de sa Mercedes. Sa propre voiture était restée dans l'atelier du vieil homme, trop dangereuse pour être conduite avant d'être complètement inspectée et réparée. Le téléphone connecté au système Bluetooth de la voiture sonna. Le nom du directeur technique de la marque allemande s'afficha sur l'écran. « Monsieur Platini, j'ai reçu votre message. » La voix était lisse, professionnelle. « Je vous assure que nos voitures subissent des tests rigoureux avant de quitter nos usines. » « Ce n'est pas une question. »« De test ?» répliqua Platini. « Le mécanicien a trouvé un dispositif délibérément installé pour faire défaillir les freins. » Un silence, puis un rire poli. « Un mécanicien de village, monsieur Platini, avec tout le respect que je vous dois. » Marcel Lefebvre n'est pas un simple mécanicien de village, coupa Platini, surpris par sa propre véhémence. Néanmoins, poursuivit l'exécutif, nous préférerions que vous rameniez la voiture dans l'un de nos centres agréés. Ces accusations sont extrêmement graves. Précisément pourquoi vous devriez les prendre au sérieux. La conversation se termina sur des platitudes et des promesses vagues. Platini raccrocha, frappant le volant de frustration. 3 autres appels suivirent, le concessionnaire, un responsable des relations publiques, même le directeur général. Tous avec le même message à peine voilé. Un vieux mécanicien dans un village perdu ne pouvait pas être pris au sérieux. Les paysages défilaient, mais Platini ne les voyait plus. Il revoyait les mains tachées d'huile de Marcel, précises et confiantes. Il entendait sa voix grave, expliquant patiemment le fonctionnement du sabotage. Aucune condescendance, aucune motivation cachée, juste la vérité brute d'un homme qui connaissait les moteurs, comme d'autres connaissent les visages de leurs proches. Son téléphone vibra à nouveau. Un message, cette fois, du concessionnaire. « Cher monsieur Platini, nous avons organisé le rapatriement de votre véhicule dès demain matin. Un camion sera envoyé au garage de monsieur Lefebvre. » Platini fronça les sourcils. Il n'avait donné aucune adresse précise. Comment savait-il exactement où se trouvait sa voiture? Et pourquoi cette urgence soudaine? Les lumières de Paris apparurent à l'horizon, tandis qu'une résolution nouvelle s'installait en lui. Ces hommes en costume cravate pouvaient bien ignorer les avertissements d'un vieux mécanicien, mais lui, Michel Platini, ne commettrait pas cette erreur. Quelque chose de dangereux se tramait, et il était déterminé à découvrir quoi avant que le camion n'arrive au village. L'aube filtrait à travers les larges fenêtres du luxueux appartement parisien,
lorsque Platini s'installa dans son bureau. Des trophées et photos encadrées ornaient les murs, souvenirs d'une carrière légendaire. Mais ce matin, son attention était ailleurs. Sur son écran d'ordinateur s'affichait un moteur de recherche et dans la barre de requête, un simple « nom, Marcel Lefebvre ». Les premiers résultats ne révélaient rien d'extraordinaire. Platini saisit son téléphone et composa le numéro d'un ancien journaliste sportif qu'il connaissait depuis des décennies. « Philippe, c'est Michel. J'ai besoin d'informations sur un certain Marcel Lefebvre, un mécanicien probablement lié à la course automobile dans les années 70 ou 80. » La conversation fut brève, mais suffisante pour obtenir un autre contact. Puis un autre. Avec chaque appel, l'image de Marcel se transformait, comme un portrait flou devenant progressivement net. « Lefebvre » s'exclama un ancien photojournaliste de l'équipe. « Le Marcel Lefebvre, il est encore en vie ?» Platini fronça les sourcils. « Vous le connaissez ?» Tout le monde dans le milieu de la F1 des années 70 le connaissait. Le génie derrière les moteurs Ferrari de l'époque Lauda. Un magicien. Les pilotes se battaient pour qu'il s'occupe de leur voiture. Platini nota frénétiquement ces informations. Un autre appel lui apprit que Marcel avait développé des innovations révolutionnaires dans les systèmes de freinage. Un troisième confirma sa réputation légendaire. Puis vint l'appel qui changea tout. Si vous cherchez des informations sur Lefebvre, vous devez connaître l'histoire de Monaco, 1979, dit gravement un archiviste de la Fédération française du sport automobile. Platini écouta, le souffle coupé, tandis que l'homme racontait comment une voiture préparée par Marcel avait subi une défaillance catastrophique pendant les essais. Le pilote, un jeune prodige, était mort sur le coup. Les enquêtes officielles avaient innocenté Marcel, concluant à un défaut de fabrication, mais le mécanicien n'avait jamais accepté ce verdict. « Il a disparu du jour au lendemain », conclut l'archiviste. Certains disaient qu'il ne supportait pas l'idée qu'une voiture qu'il avait touchée puisse tuer quelqu'un. D'autres prétendaient qu'il menait sa propre enquête. Puis le monde a avancé et Marcel Lefebvre est devenu une légende oubliée. Platini raccrocha, stupéfait. Le vieil homme aux mains calleuses qui avait examiné sa Mercedes n'était pas un simple mécanicien de village. C'était un génie, un maître qui s'était exilé après une tragédie. Et maintenant, le dispositif de sabotage qu'il avait découvert dans la voiture de Platini représentait exactement le type de défaillance mécanique qui avait hanté sa vie pendant plus de 40 ans. Platini saisit son téléphone. Il devait prévenir Marcel avant l'arrivée du camion. La route défilait sous les roues de la voiture de location, Platini poussant le moteur bien au-delà des limitations de vitesse. Ses appels à l'atelier de Marcel étaient restés sans réponse depuis la veille. Un pressentiment sombre l'envahissait à mesure qu'il approchait du village provençal. Le soleil commençait à décliner lorsqu'il aperçut l'enseigne du café du coin, son néon vacillant dans la lumière dorée du soir. Il se gara en trombe et entra dans l'établissement, le carillon de la porte annonçant son arrivée. Le café était presque vide, à l'exception de René qui essuyait des verres derrière le comptoir. Le visage du patron s'illumina brièvement en reconnaissant Platini, avant de s'assombrir. « Monsieur Platini, » dit-il, posant lentement son torchon. « Vous êtes revenu. Je dois parler à Marcel immédiatement, » répondit Platini, encore essoufflé par sa course depuis la voiture. « C'est urgent. » René secoua lentement la tête, son expression se transformant en un masque de gravité. « Vous ne savez pas ?»« Savoir quoi ?» Le cœur de Platini se serra. « Marcel est à l'hôpital de Marseille depuis hier soir. » René sortit de derrière son comptoir. « Je l'ai trouvé dans son atelier, effondré à côté de votre voiture. Il travaillait, encore dessus, vous savez, malgré ce que son médecin lui avait dit. » Platini se figea, revoyant en un éclair les moments où Marcel avait porté sa main à sa poitrine, les grimaces de douleur qu'il avait tenté de dissimuler. « Son cœur ?» demanda-t-il doucement. René acquiesça. « Ça fait des années qu'il refuse de se soigner correctement. Trop têtu. » Il hésita.
Les médecins ne sont pas optimistes, monsieur. Son corps est usé, comme il disait lui-même. Platini s'appuya contre le comptoir, assimilant la nouvelle. L'homme qu'il avait découvert être une légende oubliée de la Formule 1 se battait maintenant pour sa vie, et probablement à cause de l'acharnement qu'il avait mis à examiner cette voiture piégée. L'hôpital Saint-Joseph, précisa René, comme s'il lisait dans ses pensées. Et il y a autre chose. Il baissa la voix. Ce matin, des hommes sont venus. Ils ont pris votre Mercedes. Ils avaient des papiers officiels, mais... Il secoua la tête. Marcel aurait été furieux. Platini se redressa, une détermination nouvelle inscrite sur son visage. « La preuve » murmura-t-il. « Ils ont pris la preuve. »« Quelle preuve » demanda René, confus. Mais Platini se dirigeait déjà vers la porte. « Merci, René » lança-t-il par-dessus son épaule. Marcel luttait pour sa vie, et quelque part dans une Mercedes qui n'était plus là, se trouvait peut-être la réponse à une tragédie vieille de 4 décennies. L'hôpital Saint-Joseph se dressait comme une forteresse blanche dans la périphérie de Marseille. Les couloirs aseptisés résonnaient de cette atmosphère particulière, mélange de désinfectants et d'espoir ténu. Platini avança d'un pas décidé vers la chambre 304, ignorant les regards curieux du personnel qui reconnaissait l'ancienne star du football. Devant la porte, une femme d'une 40aine d'années attendait, les bras croisés et le regard distant. Elle leva les yeux à son approche. « Vous êtes celui avec la Mercedes » dit-elle simplement, sans question dans la voix. « Michel Platini » se présenta-t-il. « Sylvie Lefebvre, sa fille » Elle prononça ce dernier mot avec une complexité émotionnelle que Platini ne pouvait démêler. Il a refusé le transfert à Marseille-Centre, un équipement plus moderne, des spécialistes. Elle secoua la tête, têtue comme toujours. À l'intérieur, Marcel semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Des tubes et des moniteurs l'entouraient, mais son regard restait vif et alerte. Il esquissa un faible sourire en voyant Platini. « Ils ont pris votre voiture », dit-il immédiatement, la voix rauque. « Je sais », répondit Platini, « mais ce n'est pas la voiture qui m'inquiète. » Marcel détourna le regard. « Vous avez fait des recherches sur moi. » Marcel Lefebvre, le génie derrière les moteurs Ferrari de l'époque Lauda, confirma Platini. « L'homme, un qui a révolutionné les systèmes de freinage en Formule 1. » Sylvie s'était figée près de la porte, son expression révélant qu'elle-même ignorait certains aspects du passé de son père. « C'était il y a longtemps, » murmura Marcel fixant le plafond. « Et maintenant, 40 ans plus tard, vous trouvez un dispositif de sabotage qui fait défaillir les freins, » poursuivit Platini. « Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ?» Le vieil homme ferma les yeux. « Non, papa, » intervint Sylvie. « De quoi parle-t-il ?»« De fantômes, » répondit Marcel. « Des fantômes que j'ai passé ma vie à fuir. » Platini s'approcha du lit. Marcel, ce dispositif pourrait être dans d'autres voitures, d'autres personnes pourraient mourir, votre connaissance pourrait sauver des vies. Un long silence s'installa, rompu seulement par le bip régulier des moniteurs. « J'ai tout perdu une fois en essayant de prouver ce que je savais, » dit finalement Marcel, sa voix à peine audible. « Ma réputation, ma carrière, ma famille. » Son regard croisa brièvement celui de sa fille. « Cette fois, vous n'êtes pas seul, » affirma Platini, une détermination d'acier dans la voix. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital s'était transformée en un étrange quartier général. Platini avait installé son ordinateur portable sur la table à roulettes. Marcel, légèrement redressé dans son lit, observait l'écran avec méfiance. « Ils ne me croiront pas », répéta-t-il pour la 3e fois. « Ils ne m'ont pas cru en 1979, pourquoi me croiraient-ils maintenant? Parce que cette fois, vous avez un champion d'Europe à vos côtés, » répondit Platini avec un léger sourire. « Et parce que j'ai utilisé mon nom pour organiser cette réunion. » L'écran s'illumina, révélant 3 hommes en costume cravate, dans ce qui semblait être une salle de conférence aseptisée. « Monsieur Platini, » commença le plus âgé des 3, « nous sommes honorés de votre appel. Mais je dois avouer que nous sommes perplexes quant à l'urgence de cette réunion concernant
Des problèmes de freinage. Marcel renifla avec dédain, confirmant ses prédictions. Messieurs, intervint Platini, permettez-moi de vous présenter Marcel Lefebvre. Le mécanicien de village, murmura l'un des hommes, probablement sans intention d'être entendu. L'homme qui a conçu les systèmes de freinage qui ont permis à votre entreprise de remporter 3 championnats du monde dans les années 70, corrigea Platini d'une voix tranchante. Un silence s'installa. Le plus âgé des 3 hommes se pencha vers la caméra, plissant les yeux. Marcel Lefebvre, de l'équipe Ferrari. Marcel hocha légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Monsieur Lefebvre a découvert dans ma voiture un dispositif de sabotage sophistiqué, poursuivit Platini. Un dispositif qui correspond exactement au type de défaillance qui a tué Pierre Moreau à Monaco en 1979. Le visage du plus âgé des exécutives pâlit visiblement. C'est une accusation extraordinaire qui nécessite des preuves extraordinaires. Les preuves étaient dans ma voiture, répondit Platini. Voiture que vos hommes ont récupérée avec une hâte suspecte. Monsieur Lefebvre, intervint le 3e homme, si ce que vous prétendez est vrai, pourquoi êtes-vous resté silencieux pendant 40 ans? Marcel fixa longuement l'écran avant de répondre. Parce que j'ai échoué à sauver une vie, jadis. J'ai passé 4 décennies à me cacher de cette vérité. Ses yeux fatigués croisèrent ceux de Platini. Mais je ne laisserai pas d'autres mourir par lâcheté. Platini vit quelque chose changer dans le regard du vieil homme. Une étincelle longtemps éteinte, qui se rallumait doucement. « Voici ma proposition », annonça Marcel, se redressant davantage dans son lit. « Je vous dirai tout ce que je sais sur ces sabotages, à une condition. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation à l'hôpital. » Le petit atelier qui avait autrefois résonné des seuls bruits de Marcel au travail bourdonnait maintenant, d'une énergie nouvelle. La porte en bois usée restait ouverte en permanence, laissant entrer la lumière du soleil provençal qui illuminait un espace méconnaissable. Platini se tenait dans l'embrasure, observant la scène avec un sourire discret. Des établis modernes côtoyaient les outils vintage de Marcel. Des ordinateurs, dernier cri, partageaient l'espace avec des manuels techniques jaunis par le temps. Et au centre de cette transformation, Marcel lui-même, plus mince, mais le regard plus vif, était assis sur un tabouret ajustable, entouré de 3 jeunes ingénieurs qui buvaient ses paroles. « Non, non !» grommela Marcel, prenant délicatement un composant des mains d'une étudiante. « L'ordinateur peut te dire qu'il fonctionne, mais tes doigts doivent sentir s'il est vrai. » Il manipula la pièce avec la même précision que Platini avait admiré lors de leur première rencontre. « Là, tu sens cette résistance? C'est ce qu'aucun diagnostic numérique ne te dira jamais. » Dans un coin, 2 officiels de la sécurité automobile prenaient des notes. Leur attitude respectueuse, bien loin du dédain initial des exécutifs. La condition de Marcel pour partager son expertise avait été simple. Transformer son atelier en un centre de formation où la technologie moderne et les méthodes traditionnelles coexisteraient. René entra, portant un plateau de café. « Les journalistes sont de retour », annonça-t-il. « Ils veulent des photos pour l'article sur le rappel des véhicules. » Marcel fit un geste vague de la main. « Qu'ils attendent. Nous avons un moteur à comprendre d'abord. » Sylvie, désormais présente régulièrement dans la vie de son père, ajusta le coussin derrière son dos. « Ne fatigue pas ton cœur, papa. »« Bah !» répondit-il, mais sans la rudesse d'autrefois. « Mon cœur va très bien maintenant qu'il a un... » Platini s'avança finalement dans l'atelier. Marcel leva les yeux et lui fit un signe de tête, ce qui constituait, de sa part, l'équivalent d'une accolade chaleureuse. « Votre discours est prêt pour le symposium ?» demanda Marcel. « Presque, » répondit Platini, « mais j'ai pensé que vous pourriez vouloir le relire. Après tout, c'est votre histoire qui a sauvé des vies. » Marcel détourna le regard, mais pas avant que Platini n'aperçoive l'émotion qui y brillait. « Ce n'est pas mon histoire qui compte, dit-il doucement, c'est ce que nous en faisons.
Les lustres en cristal du Palais des Congrès de Paris scintillaient au-dessus d'une assemblée des plus grands noms de l'industrie automobile mondiale. Sur l'estrade, un grand écran projetait l'image agrandie d'un petit dispositif noir. Celui-là, même que Marcel avait extrait de la Mercedes de Platini il y a 6 mois. C'est grâce à la perspicacité exceptionnelle de M. Lefebvre que 37 véhicules contenant ce dispositif de sabotage ont été identifiés et sécurisés, annonçait le ministre des Transports. Son expertise a permis de démasquer un réseau criminel ciblant des personnalités publiques à travers l'Europe. Dans l'audience, Marcel Lefebvre, vêtu d'un costume sobre mais élégant, semblait presque gêné par les applaudissements qui suivirent. À sa droite, Sylvie regardait son père avec une fierté non dissimulée. À sa gauche, son petit-fils, revenu de Ferrari pour travailler à ses côtés, souriait largement. Platini, assis juste derrière, se pencha en avant. « Comment vous sentez-vous, monsieur le génie automobile ?» Marcel renifla avec dédain, mais un léger sourire trahissait son émotion. « Je me sentirais mieux dans mon atelier, qui est maintenant le centre de formation le plus prestigieux pour les ingénieurs en sécurité automobile, lui rappela Platini. La cérémonie se poursuivit avec la signature d'un accord historique entre les constructeurs pour standardiser les nouveaux protocoles de sécurité. Des protocoles basés sur les méthodes de Marcel, combinant expertise tactile et technologie moderne. Plus tard, alors que la foule se dispersait vers les buffets, Platini et Marcel se retrouvèrent seuls, sur une terrasse surplombant Paris. Le ciel s'embrasait dans un coucher de soleil, rappelant celui qui avait baigné leur première rencontre. Qui aurait cru qu'une panne de voiture mènerait à tout cela ? Réfléchit Platini. Marcel contempla la ville, son regard plus serein que Platini ne l'avait jamais vu. Ce n'était pas vraiment la panne, dit-il doucement. C'était la volonté de chercher au-delà de l'évident. Comme un bon mécanicien, sourit Platini. Comme un homme qui n'abandonne pas, corrigea Marcel. En contrebas, les lumières de Paris commençaient à s'allumer une à une, comme des étoiles terrestres. Marcel posa une main sur l'épaule de Platini, un geste qu'il n'aurait jamais fait 6 mois auparavant. « Merci », dit-il simplement, « de m'avoir rappelé que certaines choses valent la peine d'être réparées correctement. » Platini acquiesça, en silence. Parfois, les pannes les plus inattendues mènent aux découvertes les plus importantes, dans les moteurs comme dans les vies.